Esprit libre, la grande émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine. Un jeudi par mois, nous recevons une personnalité du monde politique et une personnalité du monde intellectuel pour approfondir un grand sujet d'actualité. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir le président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée nationale et candidat à la présidence LR, Laurent Wauquiez, ainsi que Mathieu Bock-Côté, que vous connaissez bien, chroniqueur au Figaro, essayiste, pour parler de l'état de droit. L'état de droit s'oppose-t-il à la démocratie? Comment reprendre le contrôle de notre politique migratoire? L'Union européenne s'oppose-t-elle à la souveraineté nationale? Tout de suite, les réponses de nos deux esprits libres, Laurent Wauquiez et Mathieu Bock-Côté. Laurent Wauquiez et Mathieu Bock-Côté, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être ici avec nous pour cette émission spéciale autour de la présidence des Républicains, mais dans laquelle nous allons parler avant tout des idées, et notamment de la thématique de l'état de droit, qui est une thématique qui vous tient à cœur, Laurent Wauquiez. Avec tout de suite une première question sur la question de la justice, qui est souvent critiquée en France. Une justice qui finalement se sera immiscée dans la vie politique à plusieurs reprises. On se souvient de l'affaire Fillon en pleine présidence, en pleine campagne pour la présidence de la République. Également les affaires Sarkozy, condamné à de plusieurs années d'inéligibilité au bracelet électronique, et désormais l'affaire Le Pen, avec une candidate aujourd'hui favorite dans les sondages, qui ne pourra sans doute pas concourir à l'élection présidentielle. Est-ce que la justice aujourd'hui fait de la politique, Laurent Wauquiez? Est-ce qu'il y a des juges qui ont des opinions politiques? C'est une évidence. Il y a des journalistes qui ont une opinion politique, ça me semble aussi une évidence. Mais je crains que ce ne soit pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, il est beaucoup plus profond. Et il est structurel. C'est qu'en fait, on a laissé dériver notre démocratie dans un système d'état de droit qui est maintenant dévoyé et qui condamne la politique à l'impuissance. Donc la question, c'est pas de savoir si jamais des juges sont amenés à profiter d'affaires pour condamner ou essayer de mettre hors jeu des politiques dont ils ne partagent pas les idées. C'est beaucoup plus structurel que ça. On a maintenant un système qui aboutit à prendre la main sur la démocratie et qui rend impossible ce qui est la première mission du politique et que résumait Richelieu. La politique, c'est rendre possible ce qui est nécessaire. Ce qui signifie que si on veut reconstruire notre pays, il faut d'abord commencer par bousculer ce système et avoir le courage de remettre l'état de droit dans son lit initial, alors qu'aujourd'hui, il a débordé de son lit comme un fleuve en crue. Et si les politiques n'ont pas le courage de faire ça, ils n'ont aucune chance d'arriver à avoir des résultats, et on continuera à avoir des politiques avec plus ou moins de bonnes intentions, faisant plus ou moins de polémiques, mais n'ayant plus aucune prise sur le réel. Et ça, moi, c'est le cœur de ma réflexion. Nous sommes aujourd'hui condamnés à la rupture. Si on ne fait pas ça, on ne fera rien. Et c'est une réflexion qui est éminemment gaulliste. On l'a oublié. Mais quand le général de Gaulle reprend le pouvoir en France en 1958, il ne commence pas par faire la filière nucléaire. Il ne commence pas par remettre de l'ordre dans les finances publiques. Il commence par changer les institutions. Parce qu'il a compris que c'est le nœud gordien et que tout général de Gaulle qu'il soit, s'il ne change pas les institutions pour reprendre le pouvoir, il sera lui-même condamné à l'impuissance au bout de quelques mois. Et nous, on est exactement dans le même état. On a un état de droit qui s'est idéologisé, qui a pris la main sur le politique, qui limite de plus en plus notre capacité à décider et à remettre le pays dans une bonne direction, notamment dans le régalien. Donc c'est ça qu'il faut changer. C'est beaucoup plus profond que la question de se demander si on a des juges rouges ou non. C'est vraiment une question très structurelle. C'est celle-là, moi, qui m'intéresse. Justement, on est là pour parler effectivement de l'état de droit et d'une question qui est une question globale, mais cela dit, j'aimerais poser tout de même la question à laquelle vous n'avez pas répondu d'une certaine manière à Mathieu Bock-Côté. On va effectivement, parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur aussi, parler de cette architecture juridique qui empêche peut-être le politique de gouverner, mais avant cela, est-ce qu'il n'y a pas aussi tout simplement une politisation de la justice avec des juges rouges
qui ont décidé, là, en éliminant Marine Le Pen de la compétition, de confisquer la démocratie. Alors, je répondrai un peu à la manière de Laurent Wauquiez. C'est-à-dire que je pense qu'il nous faut traiter cela désormais de manière systémique. Qu'il y ait des juges avec des orientations idéologiques très particulières, je n'en doute pas. Mais si on inscrit ça dans un contexte non seulement historique plus large, mais européen plus large, on ne peut que constater qu'il y a ce que les Américains appellent la weaponization of justice, l'arsenalisation de la justice, l'instrumentalisation politique de la justice, pour traiter désormais les éléments qui sont jugés dissidents selon l'idéologie dominante. L'idéologie dominante, diversitaire, multiculturaliste, déconstructrice, qui aime se maquiller derrière l'état de droit et qui, dans les faits, aujourd'hui, ne cesse de changer sa définition de la démocratie pour dire, ben, la démocratie, c'est ça, vous n'êtes pas d'accord avec la définition qu'on en donne maintenant, vous êtes hors démocratie et il est légitime d'utiliser les instruments du droit pour vous exécuter politiquement. Donc, la décapitation juridique, par exemple, de Marine Le Pen, me semble on ne peut la comprendre qu'en ayant une lecture systémique, entre guillemets, des événements. Et je me permets d'inscrire ça dans un cadre européen. C'est ce que j'allais vous dire. Même, j'ai posé la question sur Marine Le Pen, mais on aurait pu la poser sur la question de la Roumanie, avec un candidat éliminé, qui avait gagné d'ailleurs. Une élection éliminée, c'est quelque chose d'inédit. Alors, non, mais l'annulation du premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie. Ensuite, une fois l'élection annulée et que le candidat se représente, eh bien, on décide de dire qu'il est inéligible, qu'il ne peut pas se présenter. Donc, on décide non seulement quand les élections ne donnent plus le résultat attendu, on considère qu'on peut annuler les élections. Et si quelqu'un s'entête à vouloir jouer selon les règles admises, dès lors, on se permet de l'exécuter. En Allemagne, si je peux me permettre, il ne s'agit pas ici d'avoir de la sympathie ou non pour l'AfD, la question n'est pas là. Mais le fait de traiter un parti qui représente 25% de la population et de poser la première étape vers son interdiction, avec comme étape notamment là-dedans la possibilité de l'espionner, de mettre sur écoute ses membres, de créer une forme d'infiltration politique pour pousser presque à la provocation, pour moi, c'est assez louche. Quand on regarde ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, je fais un petit saut à l'arrière, au moment du Brexit, le Brexit est voté, et la première question que se posent les élites britanniques au sens large, c'est que peut-on faire pour que ce vote ne se traduise pas concrètement? Ils ont voté, eh bien, que peut-on faire pour que le vote ne se concrétise pas? Donc, un peu partout, ce qu'on constate... On a connu ça aussi en France en 2005-2007, bien sûr. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est dans quelle mesure on est dans un système démocratique qui devient de plus en plus illusoire, qui considère que lorsque vous sortez du périmètre idéologique admis, on peut décréter une forme d'état d'exception juridique pour se débarrasser des opposants. Et je pense que ça s'applique aussi dans le rapport à la souveraineté nationale. Mais tout ça pour dire que je suis d'accord avec Laurent Wauquiez lorsqu'il dit le point de départ pour un candidat qui est dans une logique nationale ou conservatrice ou de droite, appelez-le comme vous souhaitez, c'est qu'il faut redonner du pouvoir au pouvoir. Il faut ramener l'état de droit dans sa définition véritable, qui est la défense des libertés publiques, parce qu'aujourd'hui, l'état de droit a été instrumentalisé de telle manière qu'il sert à imposer une idéologie maquillée derrière le droit et la neutralité administrative. Vous êtes candidat à la présidence, les Républicains, peut-être demain à la présidence de la République, mais tout de même, si vous êtes président de la République, là, les questions européennes vous concerneront. Est-ce que, franchement, ça vous choque ce qui s'est passé en Roumanie, le fait qu'on annule une élection? Est-ce que c'est une affaire strictement roumaine ou est-ce que ça traduit justement un phénomène systémique qui ne se cantonne pas à la France, avec un état de droit de plus en plus omnipotent dans tous les pays occidentaux? Non, c'est évidemment extrêmement préoccupant parce que à quoi on assiste? Au fond, pour le résumer simplement, par le passé, la gauche, pour bannir la pensée de droite, utilisait l'idée du monopole du cœur. Vous n'êtes pas moraux, et donc nous vous excluons du champ du débat public. Maintenant, ils ont dérivé sur quelque chose qui est nettement plus dangereux et nettement plus efficace, parce que nettement plus camouflé. C'est nous avons le monopole du droit. Et donc, quand vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous êtes donc hors du droit, et donc un danger pour la démocratie. C'est pour ça d'ailleurs que je mène ce combat contre la France insoumise. Parce que pour moi, le vrai danger pour la République, c'est la France insoumise. Ils détestent ça, parce qu'eux veulent capturer ce monopole du droit. Et on l'a vu sur l'utilisation de ce qui a été fait en Roumanie, on le voit sur ce qui se passe dans l'AfD. Au fond, c'est une volonté de dire la démocratie se résume objectivement à une vision qui est une vision multiculturelle, dans laquelle on sacralise les droits individuels du délinquant, dans lequel on ne protège plus le droit collectif à la sécurité, dans lequel le droit d'une société à la défense de son identité, de sa civilisation et du rapport à la transmission est banni comme n'étant pas compatible avec ce qu'est la conception d'une démocratie. C'est un débat qui est très ancien dans la conception de la France. Parce qu'au tout début de ce qu'est la construction de la démocratie française, c'est d'ailleurs intéressant de le voir parce que c'est une inversion entre la pensée de gauche et la pensée de droite. La pensée française, c'était Rousseau, souveraineté du politique.
Rien ne doit pouvoir entraver le peuple une fois qu'il a voté. La pensée de Benjamin Constant, c'était le peuple peut être un dictateur, et donc il faut l'encadrer avec des contre-pouvoirs. La gauche venait de Rousseau et a compris qu'en réalité, quand on est minoritaire dans un pays, c'est beaucoup plus efficace d'utiliser les contre-pouvoirs pour corseter la volonté du peuple. Et donc, ils ont commencé à prendre toute une série de contre-pouvoirs pour empêcher la volonté majoritaire du peuple, en France, mais en Europe, de s'exprimer. Jugeons ensemble. Les Français veulent plus de sécurité. On nous interdit d'avoir des mesures efficaces contre les délinquants. Les Français veulent qu'on protège nos frontières. On nous explique que maintenant, il y a un délit de fraternité exhumé par Laurent Fabius du Conseil constitutionnel et qui fait qu'on ne peut même plus sanctionner quelqu'un qui aide des étrangers illégaux. Les Français veulent que nous puissions transmettre notre civilisation. Vous avez une multitude d'arrêts du Conseil d'État, de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme, pour nous expliquer que notre société n'a même plus le droit à la perpétuation de son être. Et donc c'est une dérive profonde, puisque ça n'est plus un état de droit. Un état de droit juge en droit, ça juge en idéologie. Et on a une dérive qui va dans ce sens. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on renverse ça ? Et je pense que la maladie du politique français, c'est qu'il pense que juste par la beauté des idées, quelques bonnes convictions, il va y arriver. Non, le piège est beaucoup plus infernal que ça. C'est un Gulliver enchaîné. Si vous ne commencez pas, et c'est par ça qu'il faut commencer, à faire sauter ces chaînes, le politique, quel qu'il soit, échouera. Vous pouvez mettre les meilleurs ministres que vous voulez, vous pouvez mettre les meilleurs présidents de la République que vous voulez, il n'y aura aucun résultat. Ce qui signifie qu'en France, la première question à se poser, c'est pas qu'est-ce qu'on va faire pour redresser le pays, c'est comment le faire. Comment faire pour faire sauter d'abord ces verrous, pour ensuite reprendre la capacité de décider. C'est un chantier colossal, mais c'est le seul qui vaille, et c'est le vrai débat pour l'avenir de notre pays. Dans cette question de l'état de droit, on peut faire le lien avec la délinquance. On a l'impression que, justement, le politique est de plus en plus, ou l'État est de plus en plus désarmé par rapport à la délinquance. Vendredi 2 mai, on a vu cette scène sur les réseaux sociaux de policiers se faire attaquer par des voyous dans une cité de Drancy. Ils étaient armés, on voyait bien que les voyous n'avaient plus du tout peur. Et d'ailleurs, le discours médiatique ensuite a été sur les violences policières, alors qu'en réalité, on a surtout vu des policiers victimes de violences. Là, concrètement, comment on peut sortir de ce renversement, finalement, des valeurs et de ce qui devrait être dans un état de droit, précisément ? Là, on est dans l'exemple absolu de la perversion de l'état de droit. L'état de droit, il est fait pour faire respecter l'ordre. C'est la conception de Kelsen qu'il a théorisé. Donc l'état de droit est là pour protéger les forces de l'ordre qui ont le monopole de la violence légitime pour mettre hors d'état de nuire les délinquants. Et nous sommes aujourd'hui devenus le pays le plus violent d'Europe. La France est le pays où il y a le plus d'agressions violentes. Et pourquoi ? Cet épisode de Drancy le résume parfaitement. Alors que l'état de droit devrait être là pour protéger les forces de l'ordre, leur assurer la protection du droit, leur permettre de faire leur travail, c'est-à-dire juste de mettre hors d'état de nuire des délinquants, on a une vidéo où vous avez des voyous qui s'attaquent à des forces de l'ordre qui essayent de se défendre, et l'interrogation de tout le système médiatico-politique s'abritant derrière ce concept de l'état de droit. Mais comment des policiers osent se défendre contre des délinquants ? Est-ce qu'ils n'ont pas franchi les règles de l'état de droit ? On est sur l'aboutissement absolu de la perversité totale de la renversion de toutes nos valeurs. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est que fait le politique par rapport à ça ? C'est jusqu'à quel point est-ce qu'on accepte cette soumission volontaire et cette défaite volontaire ? Parce que si on veut le renverser, il suffit de se battre et d'inscrire des textes de loi. Par exemple, la présomption de légitime défense pour les policiers qui permettrait de l'inverser. Parce que l'espace qu'on a laissé occuper, c'est l'espace qu'on a vidé à force de lâcheté. Les juges ont occupé un espace que le politique a déserté. La bureaucratie a occupé un espace que le politique a déserté. Le problème, c'est qu'on a des politiques qui n'ont plus de courage que dans les paroles, mais pas dans les actes. Donc, on a besoin, là, par exemple, de mettre en place une loi permettant de mettre une présomption de légitime défense. J'aime, moi, toujours faire la liaison entre, à la fois, une vision d'intellectuel et des choses très concrètes. J'ai passé une nuit avec des équipes de BAC à Lyon. Et ils voulaient me montrer ce qu'était la difficulté de leur travail de lutte contre les trafiquants de drogue. Vous avez un texte de loi en France qui interdit nos policiers de demander à quelqu'un d'ouvrir le coffre de sa voiture parce que ce serait soi-disant attentatoire dans la conception de la Déclaration des droits de l'homme à la protection de la liberté individuelle. Eh bien, à l'arrivée, vous avez là ce qu'on dénonce, c'est-à-dire que des grands principes d'état de droit dévoyés aboutissent à rendre impossible le travail de nos policiers.
Mais la question, c'est qu'est-ce qu'attend le politique pour le faire sauter? Et c'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, au-delà du diagnostic, c'est à quel moment est-ce qu'enfin on a un politique français qui retrouve ses esprits, son courage, et qui assume la politique de rupture. Si on se soumet à la pensée de l'état de droit tel que c'est aujourd'hui, on est mort. Je viens de prendre un article charmant de Libération expliquant que j'étais un crypto-fasciste parce que j'osais contester cette idée de l'état de droit. Et on nous fait croire que c'est de toute éternité. C'est une dérive qui date de la fin des années 80. Même Robert Badinter avait expliqué que c'était en réalité une dérive du droit français et que c'était un coup d'état de droit. On a accepté de s'y soumettre. Il est temps de secouer cette torpeur dans les esprits. Et moi, c'est ce combat-là qui m'intéresse de mener. Je pense que c'est le devoir de la droite. Parce qu'au fond, l'extrême droite se contente de dire « nous, on va y arriver et donc ça va marcher tout seul ». La droite, parce qu'elle comprend les blocages, mais parce qu'elle doit avoir la lucidité d'aller au cœur du système, il faut qu'elle aille trancher ses nœuds gordiens. Il faut faire sauter ses verrous. Mathieu Bock-Côté, Laurent Wauquiez mène le combat politique, vous menez le combat intellectuel et il est aussi important de comprendre comment s'est installé finalement cet état de droit. Il se revendique souvent des droits de l'homme et le terme état de droit lui-même est associé à quelque chose de très positif, aux libertés individuelles. Est-ce qu'on a un dévoiement finalement des droits de l'homme et des libertés individuelles et même de ce qu'est ou de ce que devrait être la démocratie libérale? Assurément. La démocratie libérale repose généralement sur un travail d'équilibre entre l'expression de la souveraineté populaire et la défense des libertés publiques. Et globalement, le débat consiste à déplacer le curseur, sachant que la souveraineté populaire, si elle n'est jamais encadrée, peut devenir tyrannique, et que les libertés individuelles ou les libertés publiques, si elles deviennent hégémoniques, écrasent le politique. Donc c'est pour ça, c'est l'espèce de travail d'équilibre, travail de réflexion en deux pôles essentiels de la vie collective. Qu'est-ce qu'on a vu depuis les années 80, mais qui, de ce point de vue, sont le point d'aboutissement d'une déconstruction engagée bien avant? C'est cette idée que l'idée même de peuple est une notion illégitime. Le peuple est illégitime parce que le peuple en lui-même serait tyrannique. Le peuple en lui-même écraserait les minorités qu'il composerait. D'ailleurs, le peuple n'existerait pas parce que qu'est-ce qu'on a en vérité? Il n'y aurait que des minorités, des individus. Et ce que l'on nomme peuple, ce serait une majorité, et là on va la caractériser au fil du temps, blanche, hétérosexuelle, hégémonique, probablement un peu bedonnante, qui est cette majorité hégémonique... Ça marche aussi pour les non-bedonnants. Hein. Normalement, oui. Vous finissez par rejoindre les bedonnants si vous pensez mal. Et donc, il y a ce peuple qui est diabolisé dès lors, et l'idée est de l'encadrer, non seulement de l'encadrer pour le rendre impuissant, parce qu'il serait par nature tyrannique, mais il faut même le rééduquer. Il faut le rééduquer. Donc tout le travail, et ça c'est fascinant quand même, les médias comme l'éducation nationale sont conscrits dans un travail de rééducation pour déconstruire ce que l'on croit être les préjugés du commun des mortels, pour interrompre la continuité historique d'un peuple. Pourquoi? Parce que cette continuité serait toxique. Ce serait celle d'une idéologie d'une identité qui aurait si souvent péché, si souvent fauté, qu'il faudrait recommencer en zéro cette identité et définir le peuple, non plus à travers dans le langage de l'histoire, de la culture, de l'identité, de la mémoire, mais le peuple se définira strictement en termes juridiques et administratifs. Le peuple ne sera plus qu'un tampon administratif circonstanciellement posé sur un groupe humain. Le problème de ça, c'est quand le peuple disparaît, eh bien, la réalité, quand il disparaît conceptuellement, j'entends, la réalité, elle ne disparaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers cela? Des identités autres émergent et des identités qui se présentent toutes comme étant victimes de ce peuple qui n'existe que négativement. Je pense ici à François Hollande qui avait référé au concept de Français de souche en disant, bon, le Français de souche, on sait que ça n'existe pas, sauf pour expliquer qu'il est absolument horrible. Donc, il disait, si vous voulez à tout prix, le tueur, il faisait référence à je ne sais quel criminel, était même un Français de souche. Donc, autrement dit, regardez, vous aviez des préjugés. Donc, il y a cette idée, finalement, qu'il faut déconstruire la notion de peuple, et il y a des minorités s'en émanciperaient. Comment ces minorités peuvent-elles s'émanciper de cette majorité dominatrice, hétéronormative, cisgenre, exagérément phallique? Comment peut-elle s'en libérer? En passant par le droit qui est vu comme une instance de régulation de la société infiniment plus subtile, infiniment plus adéquate que le politique. Donc, c'est le passage de la souveraineté populaire, de la démocratie libérale classique, à la conception dévoyée de l'état de droit. À quoi ça correspond, en fait? Ça correspond à un congédiement tout à la fois du peuple démocratique et du peuple national. Et là, nous y sommes aujourd'hui. Le fait est qu'une caste, parce qu'ensuite, il faut avoir un peu de sociologie des élites à travers tout ça.
Une caste occupe le pouvoir aujourd'hui. Une caste qui, globalement, comprend bien que la population, dans son ensemble, n'est pas très heureuse des décisions qu'on impose à la société. Une caste qui se dit, si nous lâchons le pouvoir, nous serons, comme à l'échelle de l'histoire, ça arrive souvent, une élite sera dégagée pour qu'une autre s'installe. Quel est le réflexe de cette caste? Il faut verrouiller à tout prix le débat public, il faut empêcher le peuple de traduire en décisions politiques ses aspirations collectives. Et ça nous ramène à l'élection de 2022, la séquence 2021-2022. Rappelez-vous, il y a eu la séquence Zemmour, la séquence Le Pen, où on disait, faites attention, si ces gens-là arrivent au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, de mémoire, Laurent Fabius dit, ne vous en faites pas. Ils veulent faire un référendum, mais on ne leur permettra pas de faire ce référendum. Il n'est pas autorisé. Donc, des théologiens du droit qui se présentent comme des constitutionnalistes réinterprètent le droit de telle manière qu'ils peuvent réduire sans cesse le périmètre d'application du référendum, l'idée étant de rendre irréformable un ordre qu'ils contrôlent. Dès lors, ça nous ramène à une question qui traverse l'histoire de France, la question du régime. En 1958, quand De Gaulle prend le pouvoir, il comprend qu'il doit changer le régime, il doit se donner les moyens d'appliquer sa politique. Je pense qu'à l'échelle de l'histoire de France, nous sommes dans un nouveau 1958, ce que dit à sa manière Marcel Gauchet lorsqu'il dit que la 4e République est tombée sur la question de l'Algérie. La 5e pourrait, dit-il, tomber sur la question de l'immigration si on ne se donne pas les moyens de répondre à cette submersion migratoire. Laurent Wauquiez, vous vouliez réagir? Oui. Je voulais réagir avec un contrepoint politique et qui vient compléter l'analyse puisqu'on a exactement le même diagnostic. En fait, on est passé d'une démocratie à une nomocratie. La démocratie, c'était le peuple qui décidait, la majorité. La nomocratie, c'est on interdit à la majorité de s'exprimer et de décider du destin du pays. En fait, il y a eu un glissement. Si on va dans les années 80, l'époque Mitterrand, l'idée, c'était de dire au peuple de droite majoritaire, vous n'avez pas le droit de penser ce que vous pensez, parce que ça n'est pas moral. SOS racisme, toutes les leçons de morale, etc., sur l'immigration, l'identité française. Et puis ils se sont aperçus que ça ne marchait pas, c'est-à-dire le peuple s'est émancipé, a affirmé son idée, le peuple de droite est allé plus loin dans ses idées, la défense du travail, la défense de son identité, le refus de l'immigration, l'aspiration à une société d'ordre et de respect. Et la deuxième étape a donc été de dire, même si vous pensez ce que vous pensez, vous n'aurez pas le droit de le mettre en œuvre. C'est le Conseil constitutionnel qui censure la loi sur l'immigration, c'est l'interdiction qui nous est faite d'extrader des terroristes dangereux, c'est l'annulation de l'extradition des influenceurs algériens, c'est au fond toutes ces illustrations dans lesquelles on voit que même des Français qui majoritairement aspirent à quelque chose se voient interdire que ça se traduise en actes politiques. Et ce qui est fascinant avec ce système, c'est que ça aboutit à la confiscation absolue, c'est-à-dire la minorité arrive à dicter sa loi à la majorité sans même avoir à se justifier. C'est-à-dire que les cadenas sont d'une redoutable efficacité puisqu'ils ont l'apparence du juge. Mais comment? Si vous contestez le juge, c'est donc que vous contestez tout l'édifice de la démocratie française. Non, c'est tout l'inverse. Le juge a pris le masque de la démocratie pour confisquer la démocratie. Et c'est ça ce qu'il faut qu'on lève. Et là où je reviens sur ce qu'a dit Mathieu Bock-Côté, c'est que ça passe nécessairement par un changement à un moment de régime. Ce qui est très frappant, c'est qu'en fait, c'est une perversion absolue de l'esprit français. L'esprit français, c'était pas ça. La démocratie française n'était pas ça. Le système anglo-saxon, lui, a ça. Le système allemand, lui, notamment dans l'après-post-Seconde Guerre mondiale, a ça. Nous, la France, ça a toujours été la sacralisation de la décision politique. C'était l'esprit de Rousseau. La Troisième République, c'est le pouvoir politique qui doit pouvoir décider. La Cinquième République, c'est ça. La Quatrième République, c'est une impuissance uniquement à travers le système de vote. Mais il n'y avait pas tous ces juges qui décidaient à la place du peuple et qui, au fond, avaient édicté une toute petite bande passante dans laquelle le politique a encore le droit de décider et des compartiments entiers dans lesquels on n'a plus le droit. Et ce qui est indispensable, en réalité, c'est de renouer avec l'esprit initial, qui est l'esprit français de la politique et l'esprit français des institutions du général de Gaulle. Le général de Gaulle disait, en France, le seul juge suprême, c'est le peuple. Et nous, on a laissé ça se faire confisquer. Et le Conseil constitutionnel, ce qui est d'ailleurs terrible, qui était là au fond pour protéger la capacité de l'exécutif issu des urnes et du choix des Français à ne pas se voir corseter, est devenu en réalité... la volonté initiale du général de Gaulle, effectivement. Il pouvait être saisi par très peu de personnes, le Conseil constitutionnel. Il était là pour protéger le politique, et il est devenu le chien de garde qui condamne à la prison et à l'impuissance le politique. Et donc, moi, mon raisonnement va jusqu'au bout. Il faut qu'on accepte un très profond changement de nos institutions. Oui, on est dans une crise de régime. Il va falloir changer le rôle du Conseil constitutionnel. Ah non, mais si demain vous êtes élu, le Conseil constitutionnel a un rôle très amoindri.
Il y a pour moi deux choses qui sont essentielles. La première, d'abord, oui, le Conseil constitutionnel ne peut plus avoir un tel pouvoir. C'est pas possible. On est allé beaucoup trop loin. Donc ce que je souhaite, c'est que les députés et les sénateurs, à la majorité qualifiée, puissent passer par-dessus les jurisprudences du Conseil constitutionnel. Si on ne fait pas ça, vous ne ferez plus rien dans notre pays. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu un levier qui a été le levier newtonien sur lequel se sont précipités les cours suprêmes pour s'arroger un pouvoir de démiurge, c'est la possibilité d'aller chercher de vagues traités internationaux pour écarter la loi nationale. Et c'est l'aboutissement, c'est-à-dire le peuple français n'est plus souverain et le juge a confisqué sa souveraineté. On va chercher des tout petits bouts d'articles qui viennent des déclarations de post-1945, de la Cour européenne des droits de l'homme, des grandes déclarations complètement confuses, et les juges en sortent des conséquences ultra précises sur la façon dont ils veulent endiguer le destin du pays. Et donc la deuxième chose que je veux changer à l'intérieur de la Constitution, c'est qu'un juge ne doit plus pouvoir écarter la loi française en s'appuyant sur un traité international. En disant ça, j'ai immédiatement contre moi la totalité de la pensée de gauche qui me condamne à l'excommunication. Jetons un œil sur ce qu'est la démocratie européenne. Les Pays-Bas n'ont pas de conseil constitutionnel. La Suisse, très grande démocratie, n'a pas de conseil constitutionnel. Au Danemark, le juge constitutionnel n'a censuré qu'une seule fois dans toute son existence, en plus de 100 ans, une loi du Danemark. En Allemagne, la Bundesverfassungsgericht se fixe comme objectif de protéger la souveraineté du peuple allemand contre des incursions excessives du droit européen. Et donc nous sommes la seule démocratie qui est allée aussi loin parce que la gauche a utilisé ce levier pour condamner au silence la politique de droite et en réalité la majorité du peuple français. Donc il faut qu'on change ça. C'est 2 articles à faire sauter. C'est ce qu'il faut préparer maintenant. Ça se fait dans la foulée d'une élection présidentielle, comme l'avait fait le général de Gaulle en 1958. C'est de même nature. Et donc oui, c'est un changement de régime. Il a comme paradoxe, mais pour des conservateurs, au fond, c'est une belle ruse de l'histoire. Ce que nous, on a à faire, ça n'est pas changer la République, c'est renouer avec l'esprit de la 5e. En 1958, de Gaulle change la 4e pour la 5e. Aujourd'hui, je le dis, nous ne sommes plus dans la 5e République. On a perdu l'esprit de la 5e. Et donc notre travail à nous, c'est de renouer avec la 5e, c'est-à-dire de faire sauter ces verrous. On en a évoqué un, c'est les cours suprêmes. Je voudrais en rajouter 2. Le deuxième verrou, c'est la bureaucratie, avec l'autonomisation de l'administration française, les autorités administratives indépendantes. C'est un monstre juridique. Montesquieu se retournerait dans sa tombe s'il voyait ça. Des juges qui maintenant ne sont plus des bouches de la loi mais qui font la loi. Et une administration qui, au lieu de mettre en œuvre les décisions, s'est autonomisée par rapport aux politiques. C'est l'Arcom qui censure C8, c'est la CNIL qui nous interdit d'utiliser des logiciels pour pouvoir mieux détecter les terroristes ou les délinquants. C'est pour moi le deuxième verrou. Et le troisième, c'est ces minorités ultra-activistes, payées avec nos subventions, avec l'argent public, et qui ont comme objectif de faire obstacle au travail du gouvernement et aux aspirations de la majorité du peuple français. La meilleure incarnation, ce sont ces associations pro-migrants auxquelles chaque année le ministère de l'Intérieur verse 1 milliard d'euros et qui ont comme objectif de faire obstacle à la politique du ministère de l'Intérieur. Et on ne change rien et on s'accommode de tout ça. Et donc moi, la grande leçon de tout ça, c'est que nous sommes dans un rendez-vous historique avec nos institutions, avec notre régime. Si nous continuons comme ça, on peut avoir les meilleures intentions du monde, mais le résultat sera l'impuissance. Il faut commencer par faire sauter ces 3 verrous pour que nous ayons à nouveau la maîtrise de notre destin. C'est un défi extraordinaire. Il n'y a pas plus motivant pour une génération politique, mais c'est essentiel. Vous ne faites pas ça, vous ne ferez rien. Et peut-être un 4e verrou, parce qu'il faut faire les médias. Non, plus exact. Je suis pour. Vous allez voir, on n'est pour. pas loin de ça. En fait, cette étrange manie qui s'étale sur plusieurs décennies d'avoir transformé un nombre considérable d'opinions politiques en délit d'opinion. Moi, je suis fasciné de voir comment, dès que quelqu'un tient un propos qui peut choquer d'une manière ou de l'autre, une association peut se donner le droit de la traîner, cette personne, devant les tribunaux, et là, ça crée une forme d'enfer juridique, ça crée une pression d'intimidation constante. Donc, des historiens comme Georges Bensoussan, par exemple, des politiques... Si Mathieu Bocoté était président, il y a peu de chance. Non, je sais que c'est la présidence... Il peut pas être à la fois Bedenon et président de la République. C'est pas possible, monsieur Bocoté. C'est premier... Si vous êtes authentiquement gaulliste, prenez du poids. On sait que c'est la direction, le gouvernement du Québec qui vous intéresse, mais imaginons qu'une fois que le Québec
évêque sera libre, vous vous présentez à la présidence de la République, vous abolissez toutes les lois antiracistes? Ah ben ça va de soi. Ça va de soi. Non pas parce que le racisme évidemment est atroce, il n'y a pas de doute, mais la définition qu'on donne au racisme dans ces lois est absolument insensée. Si par exemple j'affirme, et en fait est absolument paradoxal, si j'affirme il y a une difficile compatibilité culturelle entre la civilisation islamique et la civilisation européenne, ça peut être interprété par les théoriciens de l'antiracisme aujourd'hui comme un propos raciste qui mérite d'être sanctionné juridiquement. Par ailleurs, si je dis « sale blanc, je te dégage le blanc, tu dois crever le blanc », ça va peut-être être interprété comme un propos hostile, mais pas comme un propos raciste, parce qu'apparemment, le racisme anti-blanc n'existe pas juridiquement dans les marges peut-être, et certainement pas intellectuellement. Donc, ces lois, dans les faits, aujourd'hui, servent essentiellement non pas à lutter contre le racisme, ce à quoi on est tous favorables, ça va de soi, mais servent à criminaliser la critique de l'immigration massive, servent à criminaliser la critique du multiculturalisme, servent à criminaliser aussi le rappel d'une évidence. Je vais vous donner un exemple moi, qui m'a frappé. C'était Marion Maréchal à France Inter qui s'en va rappeler qu'à propos de je ne sais quel film dont vous aviez parlé, je crois, dans le Figaro Magazine, il y avait 4 actrices et l'une d'entre elles était un homme, mais qui était un homme qui se déclare désormais femme. Marion Maréchal, à ce moment-là, dit, vous savez, ce n'est pas une femme. Emilia Pérez, peut-être. Voilà. Elle dit, ce n'est pas une femme. Et là, la commissaire politique de France Inter, pardonnez-moi, l'intervieweuse, dit, vous savez que vos propos peuvent être sanctionnés par la loi. Parce que dire d'un homme qui se dit femme désormais que ce n'est pas une femme, ça peut être considéré comme un délit de transphobie. Mais moi, la possibilité de poursuivre quelqu'un du simple fait qu'il a rappelé qu'il ne suffit pas de se vouloir d'un autre sexe pour en être, il ne suffit pas, si on est un homme, de dire, mais au fond de moi-même, je veux accoucher, je peux accoucher d'un enfant. Ça, pour moi, la possibilité de transformer des opinions à la rigueur choquantes, contradictoires, faites la liste de toutes les étiquettes que vous pouvez leur coller, transformer ça en délit d'opinion, pour moi, c'est un problème. Les débats en société se traînent non pas devant les tribunaux, sauf évidemment la diffamation et l'appel à la violence. Ça va de soi que c'est devant les tribunaux. Pour le reste, le débat public ne devrait pas être arbitré par des juges. Or, l'extension du domaine du droit a paralysé la vie démocratique parce que combien sont-ils aujourd'hui à se dire, si je m'avance sur ce terrain-là, je risque d'avoir une association sur le dos, je risque de me faire poursuivre. Et je reviens sur l'exemple de Georges Bensoussan, historien tout à fait remarquable, qui a vu plusieurs années de sa vie, plusieurs mois, même des années de sa vie, gâchées, poursuivi pour s'être inquiété du rapport entre l'antisémitisme et une certaine culture islamique. Alors ça, c'est quand même assez particulier. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on l'ait poursuivi lui, je suis contre la possibilité de poursuivre quelqu'un parce qu'il dit quelque chose qui nous déplaît. Laurent Wauquiez, je ne voudrais pas vous faire avoir des ennuis avec Libération, mais est-ce que vous allez aussi loin que Mathieu Bock-Côté? Est-ce qu'on peut détricoter tout ou partie de ces lois antiracistes? On a, je trouve là, sur cette illustration, exactement ce qu'on dénonce, oui. Parce qu'en fait, ça n'est plus un état de droit qui fixe un cadre de droit, c'est un état de droit qui se soucie de mettre de l'idéologie. On est passé d'un état de droit à un état d'idéologie. Et sous prétexte de lutter contre le racisme, en réalité, on induit une vision qu'on veut imposer de ce qu'est l'avenir de notre société. Le seul point de différence que j'ai, mais c'est normal, Mathieu se préoccupe de la liberté du débat d'idées. Moi, je me préoccupe des résultats et des actes. Et donc, si je dois hiérarchiser, ce qui me préoccupe le plus encore que la liberté du débat d'idées, c'est le fait qu'on n'arrive plus à faire passer des lois. C'est qu'on n'arrive plus à inverser le cours de l'insécurité. Prenons l'immigration, parce que oui. Pour moi, au-delà de la question de savoir est-ce qu'on peut débattre librement de l'immigration, le sujet majeur de l'immigration, au cours des 12 mois qui viennent de s'écouler, la France a délivré son record historique de titres de séjour. Pourtant, on a théoriquement une ligne gouvernementale qui est contre, on a un ministre de l'Intérieur qui est contre, et la réalité, c'est que les faits vont exactement dans la direction inverse. Depuis le mois de février, notre pays est celui qui accueille le plus de demandeurs d'asile de toute l'Europe. C'est-à-dire que toutes les autres démocraties sont arrivées à changer le cours de leur destin, sauf nous. Et donc, je ne sous-estime pas du tout l'importance de ce débat d'idées. Mais moi, mon obsession, c'est de me dire, en fait, on n'a plus aucune prise sur le réel. Et je compare avec le Danemark. Le Danemark réussit à diviser par 3 son immigration. Pourtant, ils sont dans un état de droit. Pourtant, ils ont bien une Cour suprême. Ils ont même des sociodémocrates au pouvoir. Mais ils y arrivent même, ce qui est extraordinaire, avec des gens socialistes qui disent « Ah mais non, il faut qu'on arrête ça, parce que sinon on n'aura plus de solidarité. L'immigration est en train de tuer notre système de solidarité. » Donc, pour moi, si je dois hiérarchiser, la première chose que je veux, c'est qu'enfin on puisse adopter des lois. Qu'elles ne puissent plus être censurées par un Conseil constitutionnel qui dérive sur le plan idéologique. Que la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État arrête de nous interdire. Qu'on ne donne plus ce pouvoir hallucinant à la Cour européenne des droits de l'homme. Et je vais me permettre d'élargir un tout petit peu notre focale.
Ça vaut bien évidemment pour l'immigration, ça vaut bien évidemment pour la sécurité, ça vaut bien évidemment pour la défense de notre civilisation, mais en réalité, ça vaut aussi pour la conception de notre économie. Puisque toute la jurisprudence de la Cour de cassation aboutit systématiquement à aller dans le sens de l'assistanat, aboutit systématiquement à aller dans le sens de celui qui fraude, aboutit systématiquement à pénaliser l'employeur et aboutit systématiquement à décourager celui qui travaille. Et donc, on a bien affaire à un modèle de société qui est beaucoup plus vaste que la seule question de l'immigration. C'est un modèle de déconstruction totale dans lequel le travail est une valeur négative, la notion de respect doit être bannie, l'idée de transmission n'est pas acceptée, le modèle hétérosexuel et d'une société de civilisation européenne blanche est hors du débat et doit être immédiatement soumis à excommunication. Et donc c'est bien un projet d'ensemble qui consiste à avoir verrouillé une société et à la transformer sans que la majorité n'ait plus de prise sur son destin. C'est comme ça qu'on tue une démocratie. Et quand nous, on se dresse et qu'on dit on veut retrouver une démocratie, on nous dit vous êtes anti-républicain. Eh bien, je n'accepte pas ça, ça ne m'intimide pas. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, les vrais républicains sont ceux qui sont capables de défier cette dérive de l'état de droit. Laurent Wauquiez, vous avez expliqué que actuellement les résultats en matière d'immigration sont très mauvais, avec un ministre de l'Intérieur de droite qui par ailleurs sera votre principal concurrent dans cette course à la présidence LR. Très franchement, est-ce qu'il a vraiment les leviers? Vous avez décrit vous-même une situation où il n'a aucun levier. Et la deuxième question, c'est fallait-il, et c'est une question qui ne concerne pas seulement Bruno Retailleau, parce que vous auriez pu être à sa place, vous avez postulé pour être au ministère de l'Intérieur, faire partie du socle commun pour en arriver à ce résultat-là? C'est toute la question. Et je pense que vous l'avez très bien résumé. Objectivement, Bruno Retailleau est un très bon ministre de l'Intérieur, avec de très bonnes intentions, et qui essaye de faire le maximum. Et il n'y a aucun résultat qui soit à la hauteur de ce qu'on souhaite. Aucun. L'insécurité explose, on est le pays le plus dangereux d'Europe, l'immigration est hors de contrôle. Ça nous oblige nécessairement à réfléchir, et c'est tout le cœur de ce dont on discute. C'est-à-dire qu'en réalité, quelle que soit la volonté, si on reste dans le schéma et la structure actuelle, on ne peut arriver à rien. On est d'accord, mais ça c'est pour la présidentielle. Dans l'immédiat, vous avez choisi d'être solidaire du socle commun. Non, je vais aller jusqu'au bout. Je suis convaincu qu'à l'intérieur du gouvernement de François Bayrou, vous ne pouvez rien faire. Rien. Alors pourquoi la droite a décidé de soutenir ce gouvernement? Je vais y aller. D'abord, parce que c'est François Bayrou. 2, parce que le système actuel nous verrouille. On y est allé pour 2 raisons. La première, c'est éviter le chaos au pays. La deuxième, c'est éviter un gouvernement de gauche sous la dictature de la France insoumise. Je considère que ça a du sens jusqu'au moment où on est contaminé par l'immobilisme et où petit à petit, à force d'être caution de tout ça, la droite perd sa capacité à incarner une rupture. Or, pour moi, je ne perds pas l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est pas le petit bricolage actuel. L'essentiel pour moi, c'est pas d'être au gouvernement de Bayrou. L'essentiel pour la droite, c'est de préparer ce projet de rupture. Parce que c'est la seule chose qui permettra le redressement du pays. Donc, très clairement, dans ce qui est ma vision, je veux rester libre et je veux faire en sorte que nous ne soyons pas contaminés à force de rester semaine après semaine au Conseil des ministres avec François Bayrou et Emmanuel Macron, parce que mon projet, ce n'est pas la continuation du en même temps, c'est un projet de rupture. Et tout notre débat l'illustre. Si nous n'avons pas le courage d'aller jusqu'à ce changement de régime, si nous n'avons pas le courage d'aller jusqu'à ce point où on remédiera à ces dérives de l'état de droit, il n'y aura jamais de résultat en France et les Français seront de plus en plus déçus. Et donc oui, c'est le choix que je fais, moi, c'est cette liberté, c'est de préparer ce projet de rupture. Et au fond, c'est un vrai chemin de bifurcation pour la droite. C'est est-ce que la droite croit que son avenir, c'est de rester dans le gouvernement de Bayrou au risque petit à petit d'être caution de l'immobilisme, je vais aller jusqu'au bout. Mais très concrètement. Je vais aller jusqu'au bout. Et d'être caution de cet immobilisme. Ou est-ce que c'est au contraire de garder sa liberté, de pouvoir sortir à un moment, parce qu'à mon avis ce sera clé, et de se concentrer sur la seule chose qui marchera, c'est préparer le projet de rupture pour reconstruire la France. Tout ce qui est entre-temps, soyons tous lucides, on aura des petits résultats à la marge, mais pas la refondation du pays dont on a parlé aujourd'hui. Je pense qu'on est lucide et c'était assez prévisible. Concrètement, si vous êtes patron de LR demain, vous sortez du gouvernement? Vous engagez LR à sortir du gouvernement? En tout cas, 1, moi je m'engage à ne pas rentrer dans un gouvernement macroniste, c'est la première chose. 2, je considère que s'il n'y a toujours pas de loi d'immigration, contrairement aux promesses qui étaient faites, qui sont adoptées, on ne peut pas continuer. Je l'ai dit, je considère que si François Bayrou vient avec un programme d'augmentation d'impôts, alors qu'on a déjà le record des prélèvements obligatoires, il faut évidemment arrêter de soutenir ce gouvernement. Oui, bien sûr, ma force, c'est ma liberté, et je considère que le destin de la droite, et c'est la grande bifurcation face à laquelle on est, c'est pas d'être la caution d'un macronisme qui a mis notre pays dans l'échec,
c'est de préparer la rupture avec un vrai programme de droite permettant de changer le système pour pouvoir refonder notre pays. C'est la seule chose qui marchera. Tout le reste, c'est de la littérature. La littérature, c'est beau, mais ça n'incurve pas le réel. Mathieu Bock-Côté, vous êtes observateur de la vie politique française, mais aussi vous avez un regard sur l'international, notamment un regard nord-américain, même si vous êtes québécois avant tout. Québécois, j'en suis très heureux. Canadien, je ne prendrais pas. Nord-américain, c'est géographique. Québécois, c'est essentiel. Canadien, pas du tout. Parenthèse refermée, je n'aurais pas dû vous lancer là-dessus, Mathieu Bock-Côté. Mais du coup, Laurent Wauquiez a parlé de projet de rupture. On a vu qu'aux États-Unis, il y a un homme qui met en œuvre un projet de rupture. Est-ce que les mécanismes qui ont conduit à l'élection de Donald Trump aux États-Unis sont des mécanismes comparables à ceux qu'on observe dans la vie politique française? Pas vraiment, parce que la culture politique américaine est une culture profondément bipartiste. Et imaginez Donald Trump à la tête du Parti républicain aux États-Unis, c'est imaginer un parti républicain ou en France, un parti en France qui rassemblerait, je mets les vivants et les morts ensemble, de Jean-Marie Le Pen à Xavier Bertrand dans le même parti, et Xavier Bertrand accepterait d'être dirigé par Jean-Marie Le Pen en s'en montrant solidaire. Sans appeler à voter pour le Parti communiste. Voilà, non plus M. Philippe d'ailleurs. Donc, on est dans un environnement qui est tout autre, où les critères de la respectabilité politique ne sont pas les mêmes. Je note une chose, par ailleurs, donc le système américain est assez différent. Là où il y a des points de comparaison possibles, en France, en Europe, que dis-je, prenez le cas de l'Italie. L'Italie, dès les années 90, décide de décordon sanitariser sa politique. Donc, il n'y aura pas de forces qui sont à ce point infréquentables qu'on décide de les tenir à l'extérieur du jeu des forces politiques légitimes. Vous noterez que la coalition que porte Mme Mélanie, si l'AFP, que j'aime surnommer méchamment l'Agence française de propagande, la qualifie de coalition d'extrême droite, en Italie, il l'appelle la coalition de centre-droit. Je le prends comme ça. Au Danemark, un exemple qui a été donné, ce qui est assez intéressant, au Danemark, les populistes, sans participer au gouvernement directement, ont été légitimés. Ils n'étaient pas traités d'extrême droite, on les cordons sanitarisait pas, encore une fois. Et dans plusieurs pays, l'idée centrale, c'est... Parce que la distinction entre droite et extrême droite, vous savez ce que j'en pense, est une distinction imposée par la gauche pour trier entre la part de la droite qui cherche la légitimité de la gauche et la part de la droite qu'il faut traiter comme des chiens galeux. Surtout dans le système politique français, tant que se maintient ce clivage artificiel imposé par la gauche entre une extrême droite indéfinissable et une droite qui n'est respectable que lorsqu'elle est célébrée par Libération ou lorsqu'elle est célébrée par Télérama, eh bien, la droite est impuissante politiquement. Donc, la leçon qu'on peut retenir des exemples que vous donnez, c'est qu'il faut que l'autre verrou, on a accumulé des verrous à faire sauter tout tantôt, c'est le cordon sanitaire qui porte aussi le nom de Front républicain. Si on est dans une logique de rupture, on n'est pas obligé de l'être, mais si on est dans une logique de rupture, il faut considérer qu'avec, je l'ai dit, de Xavier Bertrand à Jean-Marie Le Pen, il y a quand même une large rupture. Ce qui veut dire que dans le camp national en France aujourd'hui, concrètement, ne parlons que des vivants, il y a des gens qui ont des différences idéologiques, libérales, sociales, conservatrices, faites la liste, mais si un camp national ne se structure pas de cette manière, je ne vois pas de quelle manière il peut gagner. Puis ça pose directement la question des LR. Les LR sont dans une forme de point de bascule stratégique. Ils peuvent toujours souhaiter que tout se refonde autour d'eux. C'est une possibilité. Il y a aussi la possibilité qu'ils deviennent le surmoi conservateur du bloc central, c'est une possibilité, ou qu'ils deviennent le greffon gouvernemental au bloc national, parce qu'ils ont en eux une culture gouvernementale qui manque souvent au bloc national. J'ignore laquelle des trois options sera choisie, mais je n'en vois pas une quatrième. Vous êtes d'accord avec cette analyse théorique? Et est-ce qu'il n'y a pas une contradiction théorique chez vous? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous parlez de projets de rupture, mais peut-être la rupture initiale, c'était de faire l'alliance des droites pendant les élections législatives. Bon, d'abord, vous le savez, j'ai sans doute fait partie de ceux qui étaient les plus réticents à ce qu'on continue à participer dans le gouvernement de François Bayrou. Et donc, dans les trois options que met Mathieu Bock-Côté sur la table... On parlait des législatives. Oui, dans les trois options que met Mathieu Bock-Côté sur la table, celle que très clairement j'exclus, c'est d'aller faire les supplétifs d'une Macronie finissante. Celle-là, pour moi, elle est mortelle. Elle est mortelle pour la droite, mais elle est mortelle pour notre pays. Cette Macronie finissante, elle a un nom, c'est Édouard Philippe, puisque son projet est d'aller de Anne Hidalgo jusqu'aux Républicains. Quelqu'un qui appelle à voter pour le Parti communiste, qui a capitulé à Notre-Dame-des-Landes, qui a fait fermer Fessenheim, qui a pris cette décision glorieuse des 80 km/h, qui n'a rien fait en matière de dépenses publiques, qui, quand j'avais un débat contre lui, m'expliquait qu'il était impossible de dire qu'il y avait trop d'immigration en France. Et donc pour moi, et c'est mon inquiétude, c'est que je vois le piège de la situation actuelle, où en fait on s'acclimate à être dans le gouvernement de Bayrou, aux côtés d'Emmanuel Macron, au fond dans un cadre de Macronie,
avec petit à petit des ministres qui sont dilués dans cette Macronie et dans laquelle la droite perd sa capacité à incarner la rupture. Moi, mon chemin, Mathieu le sait, celui auquel je crois et j'aspire, c'est une droite qui arrive à repolariser tout le monde autour d'elle et porter ce projet de redressement qui est à la fois civilisationnel et économique. Parce que je ne crois pas que vous redressez une civilisation si son économie est en ruine. L'Espagne du XVIe siècle est une Espagne merveilleuse sur le plan de la civilisation, mais son économie est en ruine, elle n'y survivra pas. Les Provinces-Unies étaient dans la même situation. Si vous voulez redresser un pays, il faut le redresser sur le plan de la civilisation et sur le plan de l'économie. Et donc ce que j'espère, c'est qu'on arrive à reconstruire autour de ce qui est une colonne vertébrale des Républicains, des gens qui partagent nos idées à droite, du côté de chez Zemmour, des gens qui sont partis du côté du RN, et des gens qui sont partis du côté de la Macronie de droite, à l'exemple de Gérald Darmanin. L'autre chemin qu'évoque Mathieu Bock-Côté, qui est au fond celui d'aller venir faire les aides du RN, pourquoi est-ce qu'il me pose aujourd'hui un gros problème? Ce n'est pas du tout sur le plan moral, je n'ai jamais fait partie de ceux qui donnent des leçons de moralité. C'est juste que quand Marine Le Pen explique qu'il ne faut pas faire d'économie sur la dépense publique, qu'elle n'est pas de droite, qu'elle refuse de dire que l'assistanat est un problème pour notre pays, et qu'au fond, sa pensée économique est d'extrême gauche, et que je la vois à l'Assemblée nationale voter avec la France insoumise sur les sujets économiques, je me dis que pour redresser le pays, ça va être difficile. Et donc, on aurait face à nous une Mélanie, on aurait avec nous un Friedrich Merz, on aurait face à nous une pensée économique telle qu'elle a pu être développée aux États-Unis, ce ne serait pas du tout la même chose. C'est pour ça que pour l'instant, ce sur quoi je me bats, avec toute l'énergie de ce que je veux apporter et convaincre, c'est cette idée d'une droite qui d'abord commence par dire qu'on renverse la table pour faire la politique de rupture sur les entraves de l'état de droit, et qui ensuite a un programme qui est très clair, équilibré sur ses deux jambes, d'une part la fermeté sur le régalien, mais d'autre part la revalorisation du travail, de l'effort et du mérite, parce que les deux sont liés pour permettre le redressement civilisationnel. Sinon on n'y arrivera pas. Et c'est ça, moi, ce qui me passionne, commencer par changer le système qui aujourd'hui nous condamne à l'impuissance, et tout commence par ça, et ensuite avoir la force de faire ce redressement sur les deux piliers qui permettent à un pays, à une nation, de retrouver son être. C'est d'une part le respect et d'autre part le travail. Vous parliez de rupture. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une rupture, notamment en matière d'état de droit? Parce que reparlons de cette question de l'état de droit. Vous avez très bien évoqué toute l'architecture juridique française, notamment avec le Conseil constitutionnel. Il y a en plus une architecture juridique surplombante qui est l'Union européenne. Quelle est la position de LR sur l'Union européenne? Là encore, est-ce que la rupture, il ne fallait pas la faire en ne votant pas pour Ursula von der Leyen, par exemple? Alors, vous n'êtes pas tous sur le même... mais en tout cas, le PPE continue avec lequel les LR siègent continue de... Je vais répondre très clairement à la question. Ursula von der Leyen est un gigantesque problème. La façon dont la Commission cherche à mettre la main sur le destin de l'Europe en faisant au fond une transposition fédéraliste, technocrate et administrative de tous nos problèmes de l'état de droit français est évidemment un obstacle dans notre construction. Mais je vais être très direct dans ma réponse. Ne regardons pas la poussière dans l'œil d'en face, soyons attentifs à la poutre qui est dans notre regard. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai écrit un livre il y a à peu près 8 ans sur les dérives de l'Europe, où je l'ai dit clairement, Europe, il faut tout changer. À l'époque, ça avait provoqué beaucoup de débats. Je vois très bien tous les dangers de ce qu'est devenu l'Europe aujourd'hui. Mais je vous dis les choses comme je le pense, il faut commencer par nettoyer les écuries d'Augias chez nous. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles la France a elle-même creusé sa tombe. Elle a creusé sa tombe avec ses dents, pour reprendre l'expression baudelairienne, et où l'Europe ne peut pas nous servir d'alibi. Le Danemark a divisé par 3, comme je l'ai dit, son immigration. Ils ont fait une clause d'opting-out européenne. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'allais vous dire. Ils ne sont pas tout à fait dans le... Oui, mais ils l'ont fait dans le cadre européen, ils ont fait une clause d'opting-out. Qu'est-ce qu'on attend? L'Italie a redressé tous ses excédents primaires, ils sont en excédent budgétaire, ils ont une économie qui marche bien, ils sont dans le cadre européen. Les Allemands ont une situation industrielle qui est florissante. Je rêverais qu'on ait la situation de la sécurité dans la Flandre, qui était le pays natal de ma grand-mère, et que je trouve fascinant à regarder. La Flandre, hein, j'ai pas dit la Wallonie, pour ceux qui connaissent bien la Belgique. Et donc, on a plein d'exemples autour de nous de pays européens qui arrivent à faire tellement mieux que nous. Et ma crainte, quand on saute avec volupté sur le débat européen, c'est qu'on y trouve un alibi formidable pour expliquer que ça n'est pas de notre faute et que c'est de la faute de l'Europe. Il y a une immense part de responsabilité française. Il y a beaucoup de choses qu'on peut redresser en faisant déjà notre travail chez nous. Et une fois qu'on aura commencé ça, pour moi, c'est 2 à 3 ans. Ensuite, il faut s'occuper du niveau européen.
Et là, il faut retrouver un système de coopération entre les nations qui passe par des projets et pas par de la norme, parce que c'est la même passion funeste qui s'est emparée de l'échelle européenne, au fond, le droit à remplacer l'action. Et c'est la même chose qu'on doit faire sauter. Mais d'abord, il faut commencer par nettoyer nos propres écuries. Et là, objectivement, dans bien des domaines, même dans le cadre européen, on peut y arriver. Donc on commence par ça. Mathieu Bock-Côté, vous qui êtes indépendantiste québécois, qui voulez vous extraire du joug de l'État fédéral canadien, quel regard portez-vous sur l'Union européenne voilà. Quel regard vous portez de manière excessive, j'en suis conscient, donc je dis à l'avance que j'exagère. J'appelle souvent l'Europe l'ERSS. C'est-à-dire, j'en suis conscient, c'est pas Moscou, c'est pas les communistes, mais j'entends par là qu'il y a une doctrine Brejnev appliquée désormais aux nations européennes. La doctrine Brejnev. La finissante, l'agonisante, la momifiée. Alors, qu'est-ce que c'était la doctrine Brejnev pour les pays d'Europe de l'Est? C'était vous avez droit à votre indépendance relative à condition de respecter la souveraineté soviétique et à condition d'être socialiste. Eh bien, de la même manière, de vous inscrire dans un modèle de développement socialiste. À bien des égards, aujourd'hui, l'Union européenne dit au peuple, aux pays qui la composent, vous avez droit à votre souveraineté, certes, mais dans les limites de l'État de droit tel que nous l'entendons, dans les limites du multiculturalisme tel que nous l'entendons, dans les limites de l'immigrationnisme tel que nous l'entendons. Et si vous cherchez à en sortir, nous allons vous mater. J'aime citer cette phrase qui m'avait frappé de Mme Meloni, Mme von der Leyen, à propos de Mme Meloni, en disant au moment des élections, si ça tourne mal, nous avons les instruments nécessaires pour ramener à l'ordre l'Italie. Le concept de tourner mal m'a fasciné. C'est-à-dire tourner mal, c'est-à-dire aller dans une autre direction que celle prescrite par la Commission, par l'idéologie de la Commission, par son politburo. Une fois que c'est dit, évidemment, et Laurent Wauquiez a raison, les nations ont plus d'autonomie qu'elles ne le croient. Elles s'auto-inhibent, elles s'auto-paralysent, elles s'enferment dans un cadre en disant « on ne peut rien faire, c'est l'Europe, on ne peut rien faire, c'est l'Europe ». Sans le moindre doute, il n'en demeure pas moins que l'Europe empêche de faire beaucoup de choses. Et ma politique en la matière ne consiste pas... J'aurais voté non à Maastricht, ça va de soi, j'aurais voté non en 2005, ça va de soi. Bon. Mais une fois que c'est dit, on est dans la situation présente. Je ne pense pas que la course au Frexit immédiat soit la solution, tout simplement parce qu'il n'y a pas de majorité autour de ça. Mais je pense que la France, tout comme les autres nations européennes, sont dans la situation suivante. On juge cette politique nécessaire, on dit que l'Europe n'est pas d'accord, c'est pas grave, on la fait quand même. Et que l'Europe cherche à nous sanctionner ensuite, cherche à sanctionner un pays ensuite. L'Europe dit, vous n'avez pas le droit. Désolé, c'est fait. D'autant que quand on a l'avantage financier par rapport à l'Europe, ça change un peu la donne. Mais ça implique de pratiquer un volontarisme véritable par rapport aux normes européennes, à ne pas hésiter à rappeler que les normes européennes ne sont que des normes à bien des égards arbitraires qui n'ont pas à se substituer aux normes nationales. Donc c'est une politique, je pense, de réaffirmation de la souveraineté qui fait l'économie de ce grand moment, le fantasme du Frexit tel que pensé par certains Frexiteurs, la soulinisation du débat public. Mais on revient sur quelque chose d'essentiel, l'usage de la souveraineté française pour une restauration pratique de cette souveraineté. Et ensuite, je pense que l'Europe va se calmer assez clairement lorsque le message de la souveraineté sera envoyé. Il y a là, dans ce que dit Mathieu, quelque chose qui me semble clé sur la torpeur qui a saisi le politique français. C'est la soumission volontaire. En fait, on s'est habitué à penser que c'était pas possible et donc on ne tente même plus. Vous savez que je suis un grand admirateur de Michel Houellebecq. Michel Houellebecq le décrit très bien. En réalité, le pire, c'est la soumission soi-même à la fatalité et au renoncement. Et la réalité, c'est que ça vaut pour le débat qu'on a eu sur l'état de droit, où en fait on s'est accoutumé à se dire c'est pas possible. Regardez les cris d'orfraie que j'ai suscités en proposant juste de mettre les OQTF dangereux à Saint-Pierre-et-Miquelon. On n'a pas besoin de changer la Constitution pour ça, on n'a pas besoin de changer la loi. Au large des côtes canadiennes, pour faire plaisir à Mathieu. Mais c'est fou à quel point nous avons auto-intégré le fait que nous étions condamnés à l'impuissance. Et sur l'Europe, j'aime beaucoup ce que dit Mathieu, parce qu'on est la France. Et qu'il y a un moment, on est un peu trop puissant et un peu trop gros pour que l'Europe puisse vraiment se payer un conflit avec la France. Et donc nous-mêmes, on a au fond renoncé parce qu'on ne fait même plus ce bras de fer. Et que quand la France va à Bruxelles et qu'Emmanuel Macron s'y rend, c'est pour sacrifier les intérêts de la France. Là où le chancelier allemand, quand il se rend à Bruxelles, c'est pour défendre les intérêts de l'Allemagne. Et donc on a nous-mêmes auto-intégré tout ça. C'est cette torpeur qu'il faut secouer. C'est ce débat que j'adore et on peut peut-être finir par cela. Quand vous regardez les grands tournants de l'histoire, Auguste, quand il sort la République romaine de la déliquescence, Dioclétien, à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ, Louis XI, quand il permet à la France de sortir définitivement de la guerre de 100 ans, à chaque fois, ça passe par un changement de système. C'est pas juste une personnalité, c'est pas juste
une vision de ce qu'il faut faire. C'est une capacité à rompre avec le système. De référendum aussi pour, vu qu'il n'y a plus de général de Gaulle sans vouloir faire offense à personne, est-ce qu'il faut s'appuyer sur le peuple? Est-ce que vous avez ce point d'accord avec Bruno de Retailleau, puisque j'ai vu qu'il proposait un référendum sur l'immigration? Il ne faut pas seulement le faire sur l'immigration, il faut le faire pour le changement de nos institutions. Et je pense que notamment sur le changement du rôle du Conseil constitutionnel, sur le changement de la place des juges, sur la capacité à remettre la loi française comme étant la loi supérieure, tout ça doit passer par un référendum. Merci Laurent Wauquiez, merci Mathieu Bock-Côté, c'était passionnant. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Esprit Libre.